Bah, il y a le pilon, la beuh, le tarchiche, le shit. La ganja, la weed, la marijuana. Un ouinge, un chon, un chouche. Le stick, le gums, le méo. Les raves, c'est roulé. Un terre, c'est un bédo. Un 2 bars passe, ça veut dire on fume 2 bars, on passe. P2, ça veut dire je fume en deuxième. Toucher, c'est aller acheter. On peut dire toucher, toper, choper, pécho. La cons, c'est la consommation. Quand quelqu'un dit Marco, faut dire Polo et on prend le truc, on prend le joint derrière si on a dit Polo en premier. 11D, ça veut dire défoncer. Ça veut dire sous la substance. La substance, la voici. Le cannabis. Sous forme d'herbe ou de résine, il s'effrite, il se roule et il se fume. Il fait rire ou il fait planer. En France, le cannabis est illégal, mais tout le monde a un avis sur lui. Certains veulent le légaliser, comme l'alcool. D'autres veulent l'autoriser dans une version médicale qui ne défonce pas et apaise les malades. Mais l'urgence est ailleurs. Et cette urgence concerne les plus jeunes. Ce cannabis interdit, ils en raffolent. Les ados français sont même les plus gros fumeurs d'Europe. Ce qu'ils ignorent, ce que leurs parents ignorent, c'est que le cannabis a changé. Aujourd'hui, il est 10 fois plus puissant qu'il y a 30 ans. 10 fois plus nocif pour de jeunes cerveaux encore en construction. C'est une urgence de santé publique. Alerter pour que la jeunesse ne parte pas en fumée. Les cigales et tout. Et la L'été, ouais. Les cigales, La cigale ayant fumé tout l'été se trouve à fort défoncé à la fin. Un truc qui finit par et. Ouais. À la fin de la journée. On a l'habitude de fumer un peu partout. On fume souvent dans les parcs, nous. Après, en marchant, à la maison. Salut, salut. Bonjour. Bonjour. Ça m'est déjà arrivé de fumer devant les policiers, mais ils m'ont jamais arrêté. Peut-être qu'ils le remarquent pas ou pensent que c'est une roulée. On va se poser. Et on va rouler. Yes. Enfin. Regarde-moi cette vue. Ouais, franchement c'est beau. Allez, je veux goûter ça moi. Tiens. Regarde. Ouais, vas-y, mets-moi ça là. Mets-moi ça là-dedans là. Je vais les goûter là. Je vais les fumer là. J'ai 16 ans, je suis en seconde. Je fume depuis mes 12-13 ans. Tiens. Yay! J'ai 16 ans. Je suis en seconde pro en alternance, donc je travaille. Je fume depuis maintenant 2 ans, je dirais à peu près. Et je fume à peu près environ, je sais pas, franchement ça peut être un des fois, certains jours. Ouais, des fois il y en a. c'est un seul, des fois c'est un tout petit. Ouais, des fois c'est beaucoup. Un à peu près, ouais, au moins un. Mais voilà, pas plus de 15, je vois. Voilà. Il n'y a aucune difficulté à se procurer à fumer. Souvent, on vient plutôt te demander si tu veux acheter, plutôt que tu galères comme un con. Moi, je sais pas combien de temps. En Il faut plus, vraiment en trouver partout. Au lycée. c'est les élèves. C'est les élèves, c'est ça. C'est les élèves qui vendent. Ah. Tu touches pas à mes poils.
Mon premier pétard, c'était à 15 ans, en seconde, derrière le lycée, au pied du mur. Le mur à graffiti, le fameux mur où tout le monde fume. J'étais très curieuse. Je voulais savoir ce que ça faisait et je voulais avoir l'air cool, comme tout le monde. Parce que c'est clair que quand on est au lycée, c'est cool de fumer des joints. C'est plutôt bien vu. Pour mon premier bédo, j'étais assez jeune, j'étais en début de seconde. Et donc, je devais avoir 14 ans, vu que j'avais sauté une classe. C'était la fille dont j'étais amoureux à l'époque qui m'avait proposé. Et c'était avec 2 autres gars que je venais de rencontrer. Et je sais pas, j'avais envie d'à la fois faire ça avec eux, parce que c'était que des gens que j'aimais très bien. Et j'ai toujours été assez curieux de ce que ça faisait, de ce que c'était. Et c'était vraiment dans la joie et la bonne humeur, dans un moment de confiance. Alors, mon premier joint, c'était en seconde. J'avais 15-16 ans. Il y avait une des potes avec qui je traînais qui avait de la conce. Et du coup, elle a commencé à rouler et tout. Je me suis demandé si je pouvais fumer. Et elle m'a dit ouais, bien sûr, sans problème. J'ai commencé à tirer et j'ai tiré 2-3 tafs. Et après, j'ai été foncé et je me suis dit waouh, c'est trop bien en vrai. Et là, c'était la libération. C'était la première fois que je ressentais les effets du cannabis et c'était dingue. J'adorais l'effet que ça me faisait, j'adorais le lien que je ressentais avec les gens avec qui je fumais, j'adorais tout à propos du cannabis et je trouvais ça génial. Je me rappelle que ma petite amie, elle a une espèce de... Ma petite amie. Enfin, elle est devenue ma petite amie par la suite, mais la fille dont j'étais amoureux, elle a eu une espèce de crise de panique où elle disait des choses comme mes mains ont disparu ou des choses comme ça et moi j'étais plié en deux. Or que ce qui se passait, c'était super bizarre. Et donc voilà, c'est des choses super étranges, mais qui sur le moment étaient ultra drôles. Et sur ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est ça être fonce D et j'adore quoi. Et c'est trop drôle. On a commencé à rigoler. Et ce qui a fait que on n'arrivait même plus à parler. Dès que j'ai essayé de sortir des mots de ma bouche, c'était des éclats de rire. Genre, je pense que ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un peu comme la première fois où on couche avec quelqu'un, mais en moins gênant. Enfin, c'est aussi mémorable qu'une première fois avec quelqu'un. Je dirais ça. Je dirais que c'est aussi mémorable, mais c'est moins compliqué. Et donc, il y avait un skatepark derrière le lycée. Je me souviens que le vendredi midi, il y avait un truc qui s'appelait l'atelier roulage, où finalement les gars de l'année d'avant qui fumaient, qui étaient assez peu, initiaient tout un groupe. Et il y avait ce gars très charismatique qui nous montrait comment rouler des joints super originaux. Par exemple, à Noël, il nous avait fait un joint en forme de sapin. Je me rappelle d'un joint en forme de croix de Jésus. On s'est amusé à faire des chants chrétiens quand on fumait, enfin bref. Et c'est clair que quand il y a quelqu'un que tu connais pas, que tu vas le voir, si tu vas le voir en lui disant « Hey, ça te dit qu'on partage un pétard ensemble ?» Et si la personne d'en face est fumeuse, il y a de fortes chances qu'elle te réponde oui. Et il y a de fortes chances qu'on finisse par parler, quoi. C'est un très bon moyen de se faire des amis, en fait. J'ai un milieu un peu populaire et j'habite dans un HLM et tout. Et c'est ça qui était bien dans mon lycée, c'est qu'il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Et du coup, il y avait des gens qui habitaient dans des HLM, comme il y avait des gens qui venaient du 16e, et malgré tout, on arrivait tous à bien s'entendre et à se réunir autour d'un bédo et à discuter et à juste sans juger. Je saurais pas dire, mais je trouve qu'un moment passé fonce D, ça vaut 10 moments passés sobres. Quand j'étais en seconde, je fumais vraiment peu. Je fumais vraiment ponctuellement, dès que mes potes avaient de la conce, je fumais avec eux, on se fumait un petit joint et ça allait. Franchement, j'ai dû fumer peut-être même pas 10 fois dans l'année. Et puis c'était des bédos partagés à
à 5 ou 6, quoi. Donc c'était des trucs très légers. Donc c'était planer un peu entre amis. J'arrivais très bien à me limiter et il y avait des périodes où pendant plusieurs mois je fumais pas. Ensuite, j'ai changé de lycée pour faire une première infirmier. Et là, ça a commencé un peu à s'intensifier parce que j'ai rencontré un nouveau groupe de potes. En fait, eux, ils fumaient à toutes les soirées. Et donc, du coup, je les voyais tous les mercredis et tous les samedis. Et donc, du coup, tous les mercredis et tous les samedis, du coup, je fumais. Donc, c'est sûr qu'au début, on fume sur les pétards des autres, mais ceux qui fument le savent, ça se fait pas de demander un pétard. Le pétard se fait tourner et on réclame pas, on attend que ça vienne. Je m'étais dit un petit peu, ouais, Randy, faut que t'arrêtes de gratter, genre, au bout d'un moment, ça le fait pas trop, genre, c'est pas super cool, genre, et puis même, je trouve que je voulais avoir ma cons. Donc, du coup, je me suis débrouillé avec ma pote pour avoir des numéros, pour avoir des 06 et tout. Faut laisser un message avec des sortes de noms de code pour dire j'ai envie de 10 litres d'alcool, c'est pour dire j'ai envie de 10 € de cannabis, par exemple, ou quelque chose comme ça. Après, on l'attendait dans le métro, et de là, on attendait qu'il arrive pour pouvoir faire la transaction et tout, et l'échange. Il se pointe à pied ou en voiture, c'est OK, tu voulais combien? 20 balles, 30 balles tiens, échange d'argent en discret, souvent derrière les bras, ou que je mets dans ta poche, tu me mets dans ma poche. Du coup, il fallait se faire une espèce de check, de check échange, genre, où genre, il y en avait un qui avait la conce dans la main, l'autre qui avait le billet, et du coup, il fallait faire passer les deux en même temps. Et en même temps attraper, genre donner et attraper en même temps, et du coup c'était pas super simple, genre c'était un petit peu la galère. À l'époque, ça rajoutait un peu à l'excitation. Il y avait cette sensation de braver l'interdit, de se mettre en danger. On se sentait plus pissé et on se sentait trop fort et on croyait qu'on avait la classe. Puis après, vers la terminale, j'avais une pote. Avec elle, c'était vraiment la décadence. Genre, on roulait en cours, on fumait pendant les pauses, on fumait pendant la pause du midi, on séchait les cours. En terminale, je sais que je fumais presque à chaque récréation. Je prenais la fin d'un joint de quelqu'un parce que je sais pas pourquoi, mais en terminale, commençait à avoir des joints. À chaque récréation, il y avait des gens qui fumaient des joints dans le cours d'avant. Je me rendais pas vraiment compte des conséquences du cannabis sur ma scolarité. Parce que j'ai toujours eu du mal un peu à aller en cours, à me motiver, à me dire aller en 10, c'est important. Du coup, quand je commençais à sécher les cours un petit peu plus, quand j'avais un petit peu de mal à sortir de mon lit, je me disais ouais, c'est bon, c'est normal, genre juste aujourd'hui j'ai la flemme, du coup j'irai demain ou j'irai cet après-midi. J'ai une espèce de flemme qui est montée. Et en terminale, j'ai commencé à complètement décrocher sur le plan des mathématiques et de la physique, alors que j'étais en S. J'avais l'impression d'être devenu complètement dyslexique. C'était pas le shit directement qui m'avait fait des trous dans la tête ou quoi que ce soit, c'est juste que je faisais pas mes exercices de maths et que, en fait, les maths, c'est assez compliqué parce qu'à partir du moment où on rate une partie, qu'il y a un moment où on fait pas trop attention, on est perdu sur toute la suite. Et au bout d'un moment, au bout de 6 mois de première, c'était du chinois, quoi. En S, on peut pas avoir la flemme. C'est pas une bonne idée. En L, on peut. En S aussi, ça passe, mais pour les maths et la physique, c'est obligé de travailler. C'est des matières, on peut pas faire autrement. C'est un peu à cette époque-là que je décide que je vais faire des études d'art. Alors qu'à la base, je voulais être astrophysicien, mais je laisse complètement tomber cette idée à partir du moment où je vois que dès la première, je comprends plus les maths et la physique. Je me dis, je me débrouillerai, je ferai autre chose. Comment ça se passait pendant tes cours? Comment tu étais avec cette consommation de cannabis? J'écoutais pas vraiment en cours. Enfin, j'étais plus endormie. T'étais ailleurs? Pas vraiment, oui, voilà. Ouais.
Quand le jeune consommateur va fumer du cannabis, le cannabis va se fixer sur les neurones au niveau du cerveau et à court terme va provoquer des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration, d'attention et va modifier la motivation aussi à faire des choses de la vie courante. Je me dis, il n'a que 14 ans. C'est un peu petit. Si on a à la maison, ça dégage, mais à vitesse grand V. D'accord, donc vous êtes inquiète pour la santé. Pour la santé. Il y a aussi des conséquences à long terme de la consommation de cannabis. Peu de gens le savent, mais le cerveau est en formation jusqu'à 25-27 ans. Et le cannabis va avoir une action sur ce cerveau en formation et donc va le modifier. Et on sait qu'il va notamment avoir une action au niveau du cortex. Et le cortex est très impliqué dans la mémorisation et dans les fonctions intellectuelles. Un jeune qui a commencé à fumer très tôt, c'est-à-dire avant 15 ans, et qui a fumé beaucoup avec des mécanismes de dépendance, va avoir une altération de son quotient intellectuel de façon définitive, même s'il arrête de fumer. Ma mère se rend compte que j'ai des absences sur mes bulletins et tout. Mais pour elle, tant que je passais, que j'avais quand même la moyenne et que mes notes n'étaient pas catastrophiques, disons qu'elle avait d'autres chats à fouetter. Ma mère, c'est une mère célibataire. Elle travaille à la chaîne et du coup, elle a un petit salaire. Elle partait du travail avant que je commence les cours et elle revenait après que j'ai fini. C'est un petit peu compliqué pour elle pour surveiller et me dire, même si elle avait beau me dire « Ouais, Randy, va en cours, va à l'école, c'est important ». Si j'avais la flemme et je me mettais pas la pression, franchement. Je faisais un peu comme bon me semble. Mon père, il est statisticien chez EDF. Quand j'étais petit, il appelait ça dompteur de chiffres, donc je comprenais pas trop, mais voilà. Et ma mère, elle est instite pour CP, CE1, ça dépend des années. Je pense que j'ai reçu une bonne éducation. Mon père écoutait de la bonne musique et m'a vachement fait partager ça. Très jeune, on m'a poussé à lire. C'est mes parents qui m'ont appris à lire, c'est pas l'école. Ça sent bon. Donc je vis dans une famille nombreuse de racines chrétiennes bourguignonnes. Oh, il est tellement juteux. Ça me dégoûte un peu. On est 4. Je suis l'aîné, donc j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et on est une famille assez soudée. On communique vachement. Les repas de famille, je sais que ça disparaît partout, mais c'est vachement resté chez nous et même encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là, ma coiffure? Tu dis, je dois aller chez le coiffeur bientôt. Mais tu veux vraiment changer de coupe? Non. Attends, je me fais une moustache de tête. Là. Fais une rase que au centre. Fais une crête inversée. À la japonaise, là. Et donc, voilà, on a toujours pu se parler des choses, même si souvent il y avait des grosses embrouilles, etc. Mais je pense que c'est un peu comme dans les familles qui se voient trop souvent, quoi. Le cannabis, c'est le truc avec lequel ma mère, en tout cas, a un gros problème. Et donc, elle m'avait dit, voilà, il y a un truc qui s'appelle le shit, ne le fume surtout pas, c'est de la drogue et tu deviendras fou, ça va te rendre fou d'un coup. Ça dépend des enfants, hein. Il y a les enfants obéissants, mais moi, je suis plus du genre insolent, je suis plus du genre à aller toujours dans le contraire. Et donc, quand ma mère me dit, il y a quelque chose derrière cette boîte, surtout, la soulève pas, quoi. Voilà, c'est idiot, enfin, il y a peut-être des gens qui vont le faire, hein, mais moi, je soulève la boîte au bout de 5 minutes dès que la personne quitte la salle, c'est sûr. Parce que je voulais voir si on me disait la vérité ou pas. Ça me semblait être un mensonge gros comme une maison, parce que ma mère avait jamais fumé, que mon père avait très peu fumé, et que finalement, les deux, ils avaient pas du tout la notion de ce que c'était. À cette époque, j'habitais une petite ville d'environ 5-10 000 habitants, entre Aix-en-Provence et Marseille. Mes 2 parents sont ingénieurs et ils sont partis de pas grand-chose dans la vie. J'ai un respect immense pour eux, un respect et un amour infini pour mes parents qui ont vraiment tout sacrifié pour nous, moi et mon petit frère. Mes parents ont fumé très peu d'herbe dans leur vie, donc j'ai eu des mises en garde, mais c'était un peu les mises en garde de la part de personnes qui ont plus ou moins un bon souvenir et qui savent pas exactement en quoi et pourquoi au final c'est dangereux, quoi.
Une fois, j'avais dû fumer à la sortie des cours et j'avais pris mon bus pour rentrer. Ma mère était venue me chercher à l'arrêt de bus. Première chose qu'elle me dit en rentrant dans la voiture, « Johanna, t'as fumé un pétard ?» Non, 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 maman, c'est des copains à moi qui ont fumé un pétard. « Johanna, arrête de te foutre de ma gueule, t'as fumé un pétard. » Et bon, j'ai fini par lui avouer, forcément. Et comme à l'époque, elle savait déjà que je fumais des clopes, elle m'a dit « Johanna, en toute honnêteté, je préfère savoir que tu fumes un joint par semaine qu'une clope par jour. Parce que la clope, c'est pas bon pour ta santé, et le joint, si t'en abuses pas, ça peut aller. » En plus, j'étais dans un délire où je me disais, ouais, ça vient de la terre, donc forcément, ça peut pas être forcément négatif. Genre, contrairement à l'alcool, c'est quelque chose de de naturel. Et du coup, c'était beaucoup plus clean pour le corps. Et puis, tout le monde a compris que ça pouvait être très, très utile, notamment dans la médecine, pour les personnes qui ont des gros problèmes de douleur. Du coup, en fait, on s'en méfie pas tant que ça. Alors, je crois qu'on peut dire que le cannabis, c'est la drogue de tous les quiproquos et de tous les amalgames. Si on parle du cannabis thérapeutique, dans le cannabis thérapeutique, il va exister un équilibre subtil entre les deux substances qu'on connaît le mieux dans le cannabis, c'est-à-dire le THC et le CBD. Cet équilibre-là va avoir des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire un effet sur les douleurs, un effet sur les spasmes musculaires, un effet sur l'épilepsie, un effet sur les nausées quand il y a des chimiothérapies, etc. Or, ce que consomment les jeunes actuellement, c'est pas du tout cette plante avec l'équilibre entre le CBD et le THC. Ce qui s'est passé, c'est que les trafiquants de drogue, depuis maintenant 15 ans environ, ont croisé les différentes variétés de cannabis et ont créé un cannabis très riche en THC. Et le THC, c'est vraiment la substance dans le cannabis qui va créer de la défonce, qui va créer le phénomène de dépendance et d'addiction. C'est un véritable problème de santé publique pour nos jeunes. Après le lycée, après avoir passé mon bac ES, je suis arrivée sur Montpellier en fac de lettres, à Paul Valéry, en langue étrangère appliquée, anglais-chinois. J'ai eu mon appart, je pouvais fumer chez moi, je pouvais fumer en intérieur, je pouvais fumer autant que je veux, il n'y avait personne pour m'embêter. J'étais super motivée, pour moi, ma vie allait enfin commencer. À Montpellier, c'est super facile de trouver du cannabis. Ça en est déconcertant. On nous en propose tellement il y en a. Et en plus de ça, il n'est pas cher du tout. Parce que ça vient d'Espagne, parce que ça vient du Maroc, parce qu'on a les bons endroits. Et Montpellier, c'est la plaque tournante du cannabis. Et il est d'extrêmement bonne qualité, généralement. C'est une ville où tu peux fumer devant n'importe qui. Et tout le monde s'en fout, en fait. Et tout le monde le sait. Et personne ne dit rien. On est clairement sur quelque chose d'hypocrite parce que en France, on peut acheter des feuilles slim, des grinders, des bangs dans des magasins de journaux, dans des tabacs. C'est légal d'acheter de quoi rouler du cannabis. C'est légal d'acheter du tabac pour fumer du cannabis. Mais c'est pas légal d'acheter le cannabis. C'est ridicule. Alors, je vais pouvoir te proposer celui en bronze. Un grinder, du coup, ça sert à déchiqueter, effriter, réduire le cannabis en petits morceaux pour que ce soit plus facile à rouler après.
C'est comme un moulin à poivre, mais pour du cannabis. Alors, pour le premier bang, tu vas avoir un bang classique du coup. Où tu auras juste la cloche, tu mets ton produit juste ici et tu as juste à allumer avec un briquet et tirer ensuite. Un bang, en fait, c'est un différent moyen de consommer du cannabis. C'est un grand tube en plastique ou en verre dans lequel on met de l'eau à l'intérieur. Mais le truc, c'est que le bang, c'est très violent parce que on peut mettre environ un demi-pétard jusqu'à peut-être un pétard entier. Mais cette dose, elle se prend d'un seul coup, d'une seule inhalation, et elle va directement au cerveau. Du coup, ça fait un sacré coup, et c'est, je pense, pour ça qu'on appelle ça un bang. Et du coup, toi, tu trouves pas ça dingue quand même que vous ayez le droit de vendre des slims, des grinders, des cartons? Ouais, c'est très hypocrite même. Hein. Puis nous, on vend tous les produits, tous les accessoires pour fumer. On sait à quelle fin ça va être utilisé. Oui, donc, bah oui. Après, ça va dépendre des clients. Il y a les plus âgés cherchent plus le moyen de se détendre après le boulot, comme juste un moyen de se relaxer. C'est ça, ouais, totalement. Et les jeunes, ils cherchent vraiment à se casser la tête. Donc, ils vont prendre des bangs, des trucs assez forts. Et ça fait mal au cœur un peu. Et du coup, tu leur fais des mises en garde, tu leur parles un peu de ça? Je leur dis de faire attention quand ils prennent vraiment des produits qui sont assez gros, les gros bangs avec plein de percolateurs. Ou par exemple, on a un masque, le masque bang aussi. Quand on a des trucs qui sont un peu plus forts, ouais, je leur donne des conseils ouais, d'utilisation pour pas qu'ils en abusent. Mais bon, après, c'est compliqué, quoi. C'est comme si je vais dans un tabac acheter un paquet de cigarettes et que le buraliste me dit fais attention, c'est dangereux pour ta santé, quoi. Donc. J'en ai fumé pas mal, des bangs et des douilles. Des bangs, des douilles, c'est pareil. J'ai ma douille de radiateur qui était mon petit truc fétiche qui prenait pas de place, qui me suivait partout. Je le prenais à l'école, je le prenais ici. Ouais, c'est pas gros, quoi. C'est un petit truc tout simple de douille de radiateur, de réglage de radiateur qui est démonté, le robinet est démonté. Et je pouvais mettre ma petite herbe ici, mettre ma bouche ici, tirer là et pouvoir boucher là, quoi. Puis faire un petit appel d'air. Ça va être jeté après le film. Moi, avant de fumer mon premier joint, j'étais déjà un peu captivé, fasciné par ce produit. Donc j'étais dans le jardin et j'ai coupé de l'herbe et je l'ai mis dans le micro-ondes, dans du sopalin et pour la sécher. Et j'ai pris, je crois, une feuille de papier à A4 et puis j'ai roulé ça avec ça. Et j'ai allumé ce truc-là, c'était juste horrible, dégueulasse. J'étais persuadé que j'étais en train de fumer de l'herbe, c'était cool. Voilà, et puis mon vrai premier joint, ça a été en fin d'année de 6e, au début du mois de juin. Puis moi, j'avais vu ça comme un signe, en plus. Le mois de juin, premier juin... Enfin bref, fin de la 6e, j'ai 11 ans. Je viens de Chéran, c'est une petite ville dans le nord de la France dans laquelle j'ai passé toute mon adolescence. C'est une petite ville entre l'île et la frontière belge. Ici, enfin voilà, c'est un peu le pays de la bonne herbe aussi. Le nord, on a la même qualité qu'aux Pays-Bas. Chéran, c'est un peu rural. Il y a beaucoup de petits chemins, il y a beaucoup de champs, il y a des forêts, il y a des ruisseaux qui passent. Il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas de bus. Voilà, c'est bien ça, c'est vraiment c'est le calme, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Ça représente bien le village. Ouais. J'ai fumé à peu près dans tout le village. J'ai fumé dans cette ruelle d'ailleurs. J'ai fumé dans tous les petits chemins parce que il y en a énormément dans ce village. J'ai fumé au niveau de la salle polyvalente. J'ai même fumé au cimetière. Je planquais mon herbe ou mon shit dans les buissons, soit là-bas à une vingtaine de mètres, soit au-dessus dans la gouttière. J'ai pu le planquer dans le coffrage qui est ici.
juste ici, là, en passant la main, voilà, enfin, un peu partout. En fait, tout ce qui était en lien avec le cannabis, il fallait pas qu'on l'ait sur nous, parce que c'était source d'emmerde si les gendarmes venaient. Les gendarmes, ils aimaient bien nous fouiller pour ça, et il y en a qui avaient que ça à faire ici, d'ailleurs. Pour moi, ma consommation est devenue problématique assez rapidement. Parce qu'à 13 ans, je fumais déjà pratiquement tous les jours. Pour me procurer du cannabis, j'ai volé beaucoup. Je volais mes parents, je pouvais voler des chèques. J'achetais des cartouches de cigarettes que je pouvais revendre. J'ai volé des portables, je volais des MP3. Puis en classe de 4e, je passe un cap. Très vite, pour pouvoir me procurer du produit, je me mets à dealer du cannabis. Sur chaque personne qui va me demander du produit, je vais pouvoir prendre une part et ça va me permettre de pouvoir fumer gratuitement énormément. Puis j'ai arnaqué plein de gens. Il y en a, je leur ai vendu des feuilles de cannabis, juste des feuilles. Et je me gardais le vrai produit, je le gardais pour moi. Et j'ai pu le faire avec des potes, à des amis, et tout ça. Enfin, voilà, j'avais aucun scrupule, aucun remords parce que il me fallait à fumer, il fallait que je consomme et il fallait que je trouve des solutions. Et c'était en 4e, quoi. J'avais juste 13 ans. En ce qui me concerne, moi, tout est parti en vrille il y a 1 an, après le bac. J'ai fait une licence de lettres parce que déjà, je voulais plus du tout devenir infirmier. Et là, je rencontre un nouveau groupe de potes. Comme les autres faisaient pas tourner, du coup, moi, je roulais mon joint et du coup, je suis en mode du coup, je vais le fumer tout seul, hein. C'est pas grave. C'est là où je commence à fumer des perses, c'est-à-dire des joints que je fume tout seul. C'est vraiment un niveau de consommation que j'avais pas encore atteint. Genre de vraiment fumer joint sur joint tout le temps, genre en dehors d'un cadre festif. Et c'est là où tout commence un petit peu à dégringoler. Moi, c'est en première année de prépa que ma consommation a commencé à déraper. Prépa d'art, la prépa des Beaux-Arts de Paris. À l'époque, j'ai 17 ans. Pour la première fois de ma vie, je quitte le cocon familial et je suis dans un 9 mètres carrés que mon père a trouvé à Gare du Nord. Et au final, quand je me retrouve tout seul, je me rends compte que voir mes petits frères et sœurs, ça me manque terriblement, que d'avoir des bons repas cuisinés par la maman avec légumes, viande, et entrées, plats et desserts, et un frigo bien rempli. Ça me manque horriblement. Que la réserve de cookies à côté de mon escalier, j'ai plus de réserve de cookies. J'ai plus que des spaghettis, en fait. Et voilà, je me rends vite compte que je me sens pas bien, que je me sens seul, que j'ai l'impression que je mange des pâtes dans mon lit, en fait. Que je fume des cigarettes et que je les écrase sur le sol et que je les laisse sur le sol et que dans la solitude, j'arrive pas à me gérer, que tout se dégrade. Et c'est quelques jours après ma rentrée en prépa que je fume mon premier Saupère. Saupère qui est un joint qu'on fume tout seul. Et quand je fume ce premier joint tout seul, je passe presque la meilleure soirée de ma vie, alors que je suis complètement tout seul. Je mets de la musique et je me mets à danser comme un fou dans ma chambre. Et je me rappelle d'une scène aussi où il y a une espèce de musique douce qui arrive et que je me mets à danser la valse avec un fantôme et que ça dure pendant toute la musique et que ça me pose aucun souci, quoi. Et donc vraiment, je ressens une présence avec moi, devant moi. Et je me dis, oh là là, ça y est, je suis bien avec moi-même. Je me dis que j'ai trouvé une sorte de médicament naturel à la solitude, à l'ennui. Donc je me dis, ok, très bien, je deviens fumeur. En fait, ce que j'ai préféré dans ce moment-là, dans le moment où j'étais très défoncé, c'était m'endormir avec la bouche qui bave, quoi. D'être une vraie loque humaine,
d'être déjà endormi avant de m'endormir et ça m'a vachement plu, j'adorais parce qu'avant j'avais des problèmes d'insomnie, je me prenais la tête avec mes trucs. Là c'était un instant où je pensais plus à rien, où j'étais une masse. 3 ou 4 mois plus tard, j'étais à 5 joints par soir, tous les soirs. À Montpellier, je connaissais personne. Quand je suis arrivée, la seule personne que je connaissais à Montpellier, c'était ma cousine. Et à la fac, c'est pas facile de se faire des amis. Les cours m'ennuyaient beaucoup, c'était pas du tout ce que je pensais faire au final. Donc la seule chose que j'avais à faire en rentrant de la fac, c'était fumer des pétards chez moi toute seule. À cette époque-là, pour moi, le cannabis, c'est un ami. J'ai pas une très belle estime de moi, surtout à cause de mon corps. J'avais beaucoup plus de forme qu'aujourd'hui, beaucoup plus de poids, et j'étais pas du tout à l'aise par rapport à ça. J'avais beaucoup d'acné, et j'étais assez timide et mal dans ma peau, en fait. La base pour toutes les adolescentes. Je m'aimais pas, j'aimais pas mon corps, et je voulais juste me prouver que je pouvais être belle et que je pouvais séduire. Et souvent, les gens étaient avec moi juste pour mon corps, juste pour mon cul. Et moi, je me retrouvais le cœur brisé le lendemain, quoi. C'est le cannabis qui venait me réconforter. Et je me fumais un joint et tout de suite, je me sentais mieux. Je sentais la tristesse s'en aller. Et au moment des concours en avril, ma consommation de bédo a encore augmenté parce que j'étais super stressé, que je pensais que ça m'aidait à gérer le stress et tout. J'en ai parlé avec mes parents et j'ai avoué que j'avais commencé à fumer du shit. J'ai présenté le shit comme une espèce de somnifère et d'anti-stress qui m'aidait. Et quand je l'ai présenté comme ça, j'y croyais. Et j'ai fini par même convaincre ma mère qui m'a donné des sous quand j'avais plus de sous et que je lui disais c'est pour fumer. J'aurais présenté ça comme un joint par soir, alors que je fumais joint sur joint sur joint, jusqu'à être à peu près à 8 ou 10 joints. Bonjour. Bonjour. Bien. Bienvenue à tous. Alors, moi, je m'appelle Vincent. Je suis chargé de prévention au sein de cette association qui s'appelle EDVO. Donc, nous, on héberge en fait 34 personnes qui sont nos résidents, qui sont des gens qui ont décidé d'arrêter de consommer des produits modifiant le comportement. Alors, on va parler du cannabis un petit peu. Pourquoi on va parler du cannabis? Parce que le cannabis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont essayer, qui vont fumer un joint, 2 joints. En plus, comme c'est interdit, c'est plutôt sympa à faire, ça fait chier les parents, etc. Donc on se dit, allez, on y va. Puis ils vont s'arrêter parce qu'ils ont autre chose à faire de leur vie, en fait. Ils vont se rendre compte qu'ils en auront marre de rigoler à chaque fois qu'il y a une mouche qui vole. Ils passeront à autre chose. Puis il y a ceux qui ne vont pas s'arrêter. Il y a celui qui va commencer à fumer tout seul, qu'on voit souvent à l'arrêt de bus avant d'arriver au collège ou au lycée le matin. Il se roule un joint à l'arrêt de bus, il fume tout seul. Est-ce que lui, il fume pour faire la fête? Non. Pourquoi il fume? Parce qu'il est addict. Et pourquoi il est addict? Parce qu'il se sent bien, du coup. Mais toi, est-ce que tu te sens bien en fumant? Non, mais lui, c'est parce qu'il oublie ses problèmes et du coup, ça le met bien. Parce qu'il oublie ses problèmes. Exactement. À partir du moment où la consommation de drogue sert à anesthésier ses émotions, c'est très embêtant. C'est alerte rouge. Ok, on va écouter les témoignages. Donc on va commencer par le témoignage d'Aurélien. Alors bonjour à tous. Ça me met dans l'émotion d'être devant une classe de 3e parce qu'à cet âge-là, je consommais déjà et il s'était déjà passé beaucoup de choses pour moi à cet âge-là. Voilà, moi j'ai commencé à l'âge de 11 ans en 6e
Et puis, allez, peut-être quelques mois après, j'ai essayé tout seul. Et quand j'ai fumé ce joint-là, tout seul, un soir, j'ai compris que ça allait m'aider à pouvoir traverser, en fait, tout ce qui me faisait peur et à un peu anesthésier, en fait, tout ce que je ressentais de mal-être, de tristesse, de colère, de rage. Parce que chez moi, c'était vraiment le chaos. Il n'y a pas d'autre mot, c'était le chaos. Ma mère, elle a eu plusieurs drames dans sa vie. Elle a perdu une petite fille quand j'avais 6 ans. Elle est décédée à la naissance. Elle a eu son frère qui a mis fin à ses jours devant elle, d'une balle dans la tête. Elle a perdu son père aussi dans les années qui suivent. Donc, tous ces facteurs, je pense, ont vachement contribué à ce qu'elle tombe dans l'alcool. Et donc, c'était quand même ultra violent qui arrivait à ma mère. Moi, j'étais impuissant, j'étais un gamin, je voyais tout ça, c'était ultra violent. Ouais. Elle voulait mettre fin à ses jours, ou alors elle était violente avec nous. Elle était, plusieurs fois, elle a sorti des couteaux. Moi, je l'ai envoyé à 12-13 ans, je l'ai envoyé à l'hôpital plusieurs fois. C'est-à-dire que je l'ai tapé dessus. Je me suis défendu, j'ai déjà attaché avec du scotch, avec de la ficelle, pour pas qu'elle fasse de conneries, quoi. Et bon, et puis notre père, il rentrait tard du boulot, il rentrait tout le temps vers 9h30, 9h. Donc, on manquait de rien matériellement, mais c'est pas de ça qu'on avait besoin à l'époque. J'en parlais pas. J'étais assez introverti. Et quand j'ai fumé ce premier joint tout seul, tout a disparu. Alors ici, on est chez mes grands-parents. Ça a été un peu mon refuge depuis mon adolescence. Dans les garages, je me suis toujours senti bien. Je pense que c'est lié aussi à ma passion pour la mécanique. Déjà vers l'âge de 6 ans, quand j'avais des voitures téléguidées, ça m'énervait rapidement de rouler avec. Je préférais les démonter. À 10 ans, je réparais déjà des vélos. Ensuite, j'ai réussi à récupérer une vieille moto bécane de 1954. Et là, j'ai passé à peu près 12 jours à la démonter, à racheter des pièces, à refaire un peu le moteur avec mon grand-père. Il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et j'ai réussi à la redémarrer à peu près 12 jours après. Je me souviens encore de ma grand-mère qui hurle à la fenêtre « Bravo, hurrah !» On a fêté ça à 4h de l'après-midi avec une bouteille de Trois-Monts. C'est une bière locale d'ici. Et c'était un moment un peu magique, quoi. J'avais 13 ans. Ça me donne l'émotion, putain. Ah, fait chier. C'était cet espoir que j'avais à l'époque, quoi. C'était venu avec et tout. J'avais l'espoir d'avoir une vie cool, quoi. Une vie cool, sans problème, sans... Voilà, je suis devenu un esclave du produit, esclave de la drogue, et puis ça m'a à peu près niqué tous les domaines de ma vie. À 13 ans, j'avais pas conscience de tout ça, quoi. J'avais juste pas conscience de tout ça. Donc au collège, les notes ont dégringolé rapidement. Moi, ça me
fusiller les neurones, quoi. Fin la troisième, j'ai 16 ans. Mes parents viennent de divorcer. Mon père part habiter avec sa nouvelle compagne. Et donc, je vais plus en cours. Je me fais virer très rapidement de mon lycée en école mécanique. Et je suis déscolarisé à 16 ans. Et à 16 ans, j'arrête totalement l'école. Et je me dis juste que j'ai pas envie de rester une année plus dans cette école. Je la trouve dark. Il y a quelque chose qui me déplaît. Il y a trop de sexe pour moi. Surtout que ça fait un bon moment que je suis en abstinence. Et que du coup, la débauche sexuelle, c'est un truc qui m'effraie vachement. Et je reste parfois dans mon appart tout seul à fumer des joints et à faire de la peinture pendant des phases de 15-20 jours. Et je néglige l'hygiène, je suis tout seul, je parle à personne. Un de mes tableaux de cette époque-là, qui est le plus représentatif, c'est celui d'un ami à moi. Il est complètement immobile, complètement stoïque, on dirait une statue. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a le robinet qui est ouvert à fond et qu'il y a juste l'eau qui est en train de lui monter au niveau des jambes. Il est sans réaction. Peut-être que bientôt il va se noyer. J'ai même fait un autoportrait et où c'est moi, à travers mon ordinateur, vu par ma webcam. Et où je voulais qu'on ait l'impression que à la fois j'ai du plaisir, mais aussi une impression que je suis dans un état hypnotique et que le vrai moi, il hurle. Je voulais que ça soit mon cri. L'association Joint-Écran, c'était immédiat. Dès le premier Sopère et dès tous les suivants, en fait. C'est comme fumer joint, après joint, après joint, après joint. Cliquer, 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 et en même temps rouler joint, rouler joint, rouler joint. Il y a un truc où on fait plus attention au temps qui passe, on fait plus attention aux conséquences, on n'essaye pas du tout de se limiter. C'est 6 heures passées par jour et c'est 6 heures passées allongé dans son lit. C'est à un moment donné où quand je me regardais dans le miroir, j'avais des cernes comme ça, je m'étais rasé le crâne. Pour la première fois, je commence à penser à la folie, à me dire mais j'ai jamais été comme ça de ma vie, personne ne vit comme ça à mon âge. J'ai 18 ans et je passe des journées à ressasser des pensées super bizarres, etc. C'est allé beaucoup trop loin. Ma mère était super inquiète. Et elle en pouvait plus. Elle a pris 5 ans sur son visage cette année-là. Elle passait une année aussi terrible que la mienne. Elle était morte d'inquiétude pour moi. Et c'était horrible, je culpabilisais trop pour elle, quoi. Ça la faisait vraiment souffrir énormément. Elle avait peur que je meure. Elle savait que j'étais dépressif. Elle savait que à cette époque-là, j'avais limite des pensées suicidaires. Et ça a été, je pense, ça a été terrible. Et j'avais aussi envie d'arrêter pour ma maman, quoi. Et pour ma famille et pour, je sais pas. J'ai testé un sacré paquet d'antidépresseurs différents. Ça aide sur le court terme, ça aide un peu, ça aide sur certains symptômes, mais ça aidera jamais autant que le cannabis en fait. Le cannabis, c'est mon antidépresseur, c'est ce qui vient boucher tous les trous qui me font mal à cause de la dépression. C'est un petit patch, un pansement sur mes douleurs et là où j'ai mal. Et c'est aussi exactement au même moment le couteau qui est en train de me perforer les côtes et le cœur et qui est en train de me causer la dépression au plus profond de moi. Parce que le cannabis a été aussi un facteur très important dans ma dépression. Et je suis sûre et certaine que si jamais j'avais jamais fumé de cannabis, les choses se seraient passées bien différemment. Soit déjà dans ma dépression et dans ma vie de manière générale.
Comment ça va, Randy? Ça va, ça va. Au niveau des symptômes, ça va comment? Ça va, pas trop de... déjà, aucune parano. Enfin, j'ai pas l'impression... Parce qu'à un moment, genre, je pensais que mes potes faisaient exprès de m'envoyer des messages qui me cachaient quelque chose. D'accord. Et avec la diminution du traitement, vous n'avez pas vu Non. De réapparition de ce type d'impression? Non, non, non. D'accord. Dans la rue, ça se passe bien? Pas Oui. d'inquiétude vis-à-vis des autres? Non, non. L'impression d'être observé? Non. D'accord. Ok. Du coup, là, ça va. En plus, on m'a fait penser il y a pas longtemps que ça faisait 1 an que ça s'est passé. Et je me suis dit que cette année, elle avait été... qu'elle avait été étrange. Genre, c'est l'année la plus bizarre de ma vie, franchement. C'était l'année dernière. J'avais 20 ans. En gros, ce que j'ai vécu, ça s'appelle un épisode psychotique délirant. Normalement, ça dure entre 1 semaine et quelques mois. Et sauf que moi, ça a duré 6 mois. Au 2e semestre, je commence à ressentir de la paranoïa. J'avais l'impression que les profs parlaient de moi. J'avais l'impression que les cours étaient centrés autour de moi. Par exemple, genre le premier cours d'anglais sur le Brexit. Et j'avais l'impression que c'était une façon de me dire que les cours voulaient se séparer de moi. Genre que j'étais la Grande-Bretagne. Et du coup, je me comportais pas comme il fallait pour entrer dans le programme. Dans ma parano, je pensais que j'avais un code à décoder. Je décodais les trucs syllabe par syllabe. Donc par exemple, le mot rassurer, genre parce que tous les mots qui commençaient par ra ou qui finissaient par ment, genre j'avais l'impression que c'était que les gens me mentaient, enfin que c'était genre censé être l'inverse de ce qu'ils disaient. Et quand ça commençait par ra, j'avais l'impression qu'ils m'insultaient. Parce que j'avais l'impression d'être un nuisible dans mon délire. Ensuite, j'ai commencé à penser qu'il y avait des micros et des caméras chez moi, genre que c'était un petit peu retransmis genre à la télévision sans que je le sache. J'ai commencé à penser que les gens dans le métro parlaient de moi parce que j'avais l'impression qu'il y avait Randy TV. Je pensais que la France entière était au courant de ce qui m'arrivait et qu'ils voulaient tous genre juste se débarrasser de moi. Même quand les gilets jaunes ont démarré, je pensais que c'était un message qu'on m'envoyait. Je pensais que même le président était au courant de cela et qu'en fait les gilets jaunes c'était une mise en scène pour me faire comprendre, pour me faire passer un message, que j'avais des choses à comprendre et que par rapport au trajet qu'ils faisaient, et j'avais des points de concordance à trouver. Vous pouvez être hyper content de vous du chemin parcouru Ouais, depuis ouais. janvier. Ouais, Parce qu'il y a vraiment. eu 2 phases dans cette année quand même. Ouais. Une phase de moins bien et une phase de rétablissement. Là, Ouais. les choses vont bien mieux. Ouais, vraiment. Vis-à-vis des consommations de cannabis, Randy, vous avez un peu gardé en tête ce dont on avait déjà parlé. Oui. Alors, quelle est notre inquiétude? Que ça peut rentrer dans une maladie chronique, enfin si jamais les symptômes réapparaissent de nouveau, Ouais. et que du coup je tombe dans la schizophrénie. Oui, il y a cette maladie notamment qui est notre inquiétude, que les choses évoluent vers cette maladie si vous continuez de consommer. Et il y a le fait aussi, c'est une hypothèse de trouble bipolaire aussi qui Oui. existe. Oui. Il y a des gens qui peuvent fumer des grandes quantités de cannabis et ne jamais présenter d'épisodes psychotiques, et d'autres qui ont une fragilité et qui, malgré des toutes petites quantités ou des consommations occasionnelles, vont déclencher une symptomatologie psychotique. On n'est donc pas tous égaux face au cannabis, et psychose et cannabis, c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de ces consommations de cannabis et qu'on travaille avec vous sur comment vous aider à les diminuer puis à les arrêter. Ok. Je vous renouvelle le traitement. Ouais, juste injection. Donc, hop, votre injection, les 300 mg. Depuis 6 mois, d'abord je prends du lithium, qui est fait pour stabiliser l'humeur. Et après j'ai aussi une injection d'antipsychotique, qui m'évite du coup de retomber dans la paranoïa et dans l'épisode délirant. En gros, c'est une injection que je dois faire tous les 28 jours. Et ce qui est bien, c'est qu'elle marche super vite. En 1 mois, je suis passé d'un enfer de 6 mois à peu près à la réalité, genre à 80%. Du coup, je me suis dit, waouh, je suis passé de fou à sain. En ce qui me concerne, à partir de 15-16 ans, je commence vraiment à m'isoler dans ce produit, où ça devient vraiment obsessionnel. Ça prend toute la place dans ma vie, il n'y a plus que ça, Ouais.
Il n'y a plus que le cannabis et ça m'a amené à vouloir arrêter. Une première fois, vers mes 16 ans. J'avais une semaine sans produit, puis ce jour-là, je me suis retrouvé avec ma mère dans la voiture en allant chercher ma petite sœur à l'école. Et j'ai été envahi par un truc incontrôlable et que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis énervé sur ma sœur. Et j'ai pété un plomb, quoi. J'ai pété un câble. Je suis devenu hystérique, violent. Et je suis sorti de la voiture. J'ai claqué la porte et j'ai été jusqu'à chez mon père à pied. J'ai été m'enfermer dans ma chambre. Et là, j'ai craqué, en fait. J'ai pété un câble. Le seul moyen que j'avais, c'était d'exprimer cette colère, cette violence qu'il y avait en moi, ce désespoir. Et je me suis mis à taper partout dans les murs en placo. J'ai fait des trous partout. J'ai fait une vingtaine de trous. Et après, je me suis enfermé en pleurs, en larmes, dans la salle de bain. Je me sentais impuissant, quoi, complètement impuissant, vaincu par le produit, en fait. J'apprendrai plus tard que c'est un craving, un besoin irrépressible de consommer, une envie obsessionnelle qui est pas gérable, en fait, qui est juste, voilà, il y a plus que ça qui existe, il faut du produit, il faut consommer. Et j'ai rechuté au bout d'une semaine chez ma mère. C'est le cannabis qui m'a rendu fou, ça m'a rendu fou. Il y a pas à dire, enfin, c'est... Physiquement, tu avais des signes un petit peu? Mais moi, j'ai ressenti quelques vertiges. Tu as ressenti des vertiges à l'arrêt du cannabis et une grosse colère. Ouais, voilà, c'est surtout. ça. Ouais. Mon bureau, il s'en rappelle. Hein. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un gros trou comme ça dans mon bureau. T'as tapé sur ton... Non, il y a un trou comme ça dans mon bureau. Ouais. Puis comme ça. Parce que tu as tapé dessus. Ouais. Pendant très longtemps, on a pensé que le cannabis ne créait qu'une dépendance psychologique. Actuellement, c'est plus vrai. On voit beaucoup de jeunes qui, quand ils décident de s'arrêter, de fumer du cannabis, ont des signes de manque physique très marqués. Ils vont avoir des douleurs au ventre, ils vont avoir des tremblements, ils vont avoir des sueurs, ils vont avoir des phénomènes d'irritabilité, de colère, voire même de violence. Et en plus, c'est très difficile de se sevrer du cannabis, parce qu'il n'existe aucun traitement de substitution au cannabis. Alors que, par exemple, dans le tabac, on va avoir des gommes à la nicotine, on va avoir des patchs à la nicotine. Dans la dépendance à l'héroïne, on va avoir des traitements de substitution comme la méthadone. Pour le cannabis, il n'existe rien. Tu as continué le cannabis, continué l'alcool, tout ça au quotidien. Mais par contre, tu as arrêté les médicaments. Ouais. D'accord. Y a une fois, par contre, où j'ai tapé de la coke, mais une seule fois. D'accord. Tu as pris de la coke dans quel contexte? Avec des amis. Tu te dis que tu vas en reprendre ou pas? Je me dis rien sur ça. Tu te dis rien. À 18 ans, je suis parti... 18 ans et quelques jours, là, je suis parti de chez mes parents, enfin de chez mon père. Je suis rentré dans la vie active très rapidement. Je suis devenu barman au début. Là, j'ai rencontré une fille qui prenait d'autres produits, des produits dits durs. Speed, coke, etc., tout ça. Donc j'ai essayé ces produits-là, alors que je m'étais juré toute ma vie que jamais je toucherais à ça. Et j'ai failli mourir plusieurs fois l'année dernière pour overdose, et j'ai fini à l'hôpital je sais même plus combien de fois. Enfin, c'était, voilà, j'étais isolé dans un appartement, enfin, c'était l'enfer. Je consommais tous les jours alcool, benzodiazépine, cannabis et crack. Et à un moment, j'ai eu, je sais pas, cette envie de pas mourir, en fait. Cette envie de pas mourir, j'ai réussi à appeler de l'aide. Et aujourd'hui, j'ai 10 mois et 5 jours d'abstinence totale de tout produit modifiant le comportement. Et voilà, et c'est la chose que j'ai de plus chère aujourd'hui dans ma vie, quoi. C'est le fait que je consomme plus, quoi.
À 29 ans, j'ai 18 ans de défonce derrière moi et donc j'ai vécu plus de temps défoncé que de temps sans produit, quoi, de temps clean. Et aujourd'hui, je dois tout réapprendre en fait. Actuellement, je suis en rétablissement dans une structure où il y a une trentaine de résidents comme moi qui sont abstinents. C'est une thérapie qui est basée sur l'entraide. L'entraide, elle est basée sur la vie de tous les jours, en fait, sur les choses simples de la vie qui en fait, quand on se défonce, voilà, ça peut être sur l'hygiène, ça peut être sur le fait de se lever le matin, ça peut être sur des tâches de ménage à la con, comme faire la vaisselle, faire la bouffe. Après, il y a des matinées où on a des groupes thérapeutiques. Ça permet de plus pouvoir se mentir à soi-même et de se rendre compte que la consommation, ça a juste fait que aggraver notre vie et que c'est pas possible de consommer sans avoir des conséquences. Et aujourd'hui, je ressens tout, quoi. Aujourd'hui, je ressens tout sans la drogue. Tout est ultra puissant, tout est là. Et aujourd'hui, il y a de l'amour dans ma vie. Enfin, il y en avait plus depuis des années. Et... Aujourd'hui, je peux ressentir de la joie et j'en ai pas ressenti depuis, je sais pas, depuis quand? Depuis très longtemps. Aujourd'hui, tout ce que je vis est sincère. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci. Et voilà, c'est beau, quoi. Faire ce film, c'est un moyen aussi de valider ce que je fais, de valider d'être clean. C'est clair. Donc aujourd'hui, je suis revenu dans le cocon familial, avec plus de structure, avec plus d'amour, moins de solitude. Et là, ça va tellement vite. Et finalement, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer. Mon petit frère, je joue avec lui tous les soirs. Donc j'ai envie d'être bien, j'ai envie de passer un bon moment. Je peux plus être dans un état déplorable, j'ai plus envie. En partie pour lui, mais aussi en partie pour moi, hein, forcément, mais ça m'aide. Donc depuis presque un mois, j'ai réussi à arrêter en fait, à être à 0 joint. Je me rappelle d'une longue promenade. Une longue promenade pour réfléchir. Et je sais pas pourquoi, à la fin de cette promenade, j'ai une espèce de pulsion où j'ai jeté mon portable, mon paquet de cigarettes et le shit que j'avais sur moi dans la rivière. Et après ça, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, je crois. Je crois que j'étais dans le bonheur le plus total. J'ai jamais été la personne la plus joyeuse de la pièce, mais là, j'étais devenu radieux, j'étais devenu, je sais pas, comme si j'étais redevenu la meilleure personne que je pouvais être. Ça y est, j'ai 20 ans. Ma mère n'arrête pas de chanter. Hier encore, j'avais 20 ans pour se moquer de moi. Pour me signaler que c'est des belles années et que déjà, j'ai passé mes 18 ans enfermé dans un appart, que j'ai pas envie que ça continue, que j'ai pas envie de chaque année me sentir mal, que c'est bon, j'ai envie de croquer la vie, j'ai envie de me sentir mieux. Et j'espère vraiment que c'est pour de bon. Moi, par contre, ça dépend des journées, mais je fume entre 2 et 10 pétards par jour. Et j'ai essayé de fonctionner sans, j'ai essayé un sacré paquet de reprises. Et c'est pas faisable, en fait. C'est juste pas faisable pour moi. Et
Et je souffre beaucoup trop quand j'en consomme pas. C'est comme une relation toxique, c'est comme un pervers narcissique, c'est ça. Et c'est à cause de lui que je suis pas motivée à chercher un nouveau travail, que je suis pas motivée à reprendre les études et que je suis pas motivée sur un sacré paquet de choses. Et du coup, j'enchaîne les petits boulots, les petits CDD dans la restauration, et je fais comme je peux en attendant d'enfin, peut-être un jour, savoir ce que je veux faire de ma vie. Ça me ferait plaisir quand même. Tu sais ce que j'aimerais trop devenir? Dis-moi. J'aimerais faire une licence de psycho, Ouais. obtenir mon master et finir psychiatre. C'est vrai? Ouais, j'aimerais trop. C'est l'idée du moment. Hein. Rappelons-nous qu'il y a 2 mois, je voulais être agent immobilier et qu'il y en a 3, je voulais être infirmier. Et du coup, je sais pas trop, mais... Tu verras, tu vas prendre des cours et tu verras si ça te plaît, ouais, tu auras plus d'idées, quoi. Carrément. Mais c'est trop chouette. Ouais. On est content de retrouver le vrai Randy. Voilà. Oui. Du coup, t'en es où ta consommation aujourd'hui? Du coup, j'ai beaucoup diminué. Ça doit faire... déjà, j'ai arrêté de pécho. Après, je t'avoue, quand ils commencent à rouler, je tire vite fait sur leur pète. Ouais. Mais après, genre... tu peux pas t'en empêcher. Je pourrais, mais tu sais, c'est tellement... je suis tellement nostalgique de cette époque où on fumait tous ensemble et... Ouais, mais bon, enfin, après ce qui s'est passé, quand même, tu vois... Tu peux J'avoue, relativiser, c'est quoi. un peu irresponsable. Ouais. Mais c'est mon opinion, après. Ouais, bon, non, mais je respecte. Voilà. Et en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que j'ai un peu envie de me sentir comme tout le monde. Et c'est comme si j'étais au régime et que je m'accordais une petite bouchée de chocolat de temps en temps parce que ça fait du bien et que c'est juste ça aide à poursuivre le régime. Cher Aurélien, tu as 11 ans et tu t'apprêtes à fumer ton premier joint. J'aurais aimé que tu aies 2 minutes pour écouter ce que j'ai à te dire. Randy du passé, écoute-moi bien. T'es jeune, t'es insouciant, tu fumes tes bédos. Franchement, je pense que tu vas kiffer. Mais le problème, c'est que tu vas trop kiffer. Johanna, de 15 ans, fais attention. Le cannabis, c'est pas aussi léger que ça en a l'air. C'est pas aussi cool que ça en a l'air. Et c'est beaucoup plus dangereux que ça en a l'air. Sache que cette substance, au fur et à mesure, va t'enlever toutes tes libertés de choix. Tu penseras avoir besoin d'elle et qu'elle te fait du bien alors que tu seras juste en train de devenir son esclave. T'auras envie d'être amoureux, t'auras envie de te faire plein d'amis. Et au final, le shit, il va t'enfermer dans la solitude. Tu penseras pouvoir gérer, foutaise. Et tu vas tomber dans l'excès sans même t'en rendre compte. Tu deviendras un menteur, un voleur, égoïste. Tu vas t'isoler du monde. Tu seras témoin du temps qui passe, contrairement à tes potes qui se construisent un avenir. Le cannabis, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet. C'est comme jouer avec la roulette russe pour toi. Quand tu voudras t'en séparer, il te tiendra par le pied comme le pire boulet que t'auras jamais eu de ta vie. Au final, tu vas rêver ta vie au lieu de vivre tes rêves. Et s'il y a bien un conseil que je peux te donner... Tu dois garder ta liberté, tu dois te battre pour elle.